Bonjour à tous. Dans le cadre de notre cycle de vidéos sur le DevOps, le cloud et la containerisation, nous avions déjà traité de la sécurité IT avec des solutions open source. Mais aujourd'hui, allons beaucoup plus loin. Jingle! Alors effectivement, quand on parle d'open source et de sécurité dans l'IT, ça correspond à vouloir allier innovation et robustesse. Mais on va voir aussi qu'il y a des éléments paradoxaux. Donc effectivement, rentrons dans le vif du sujet. On va commencer par regarder de façon très concrète ce que sont les enjeux de la sécurité de l'IT. Donc, c'est un défi. La sécurité de l'IT, c'est devenu un défi fondamental pour les entreprises de la tech, mais quelque part toutes les entreprises qui ont à manipuler de la donnée. C'est des enjeux de protection des systèmes d'information contre les accès non autorisés, la modification, la destruction, mais surtout peut-être la divulgation. Ce qui a le plus de préjudice pour une entreprise, c'est au-delà de la destruction, on peut toujours reconstruire, enfin en tout cas si on a bien utilisé les bonnes méthodes. Mais la divulgation, c'est irrémédiable. Donc, on parle souvent des trois piliers, la CAA Triade. Donc, en fait, on entend, on va la voir en français, hein, la notion de confidentialité, la protection des informations sensibles et éviter la divulgation de ces données, c'est ce que je viens de dire. L'intégrité, c'est la garantie que les données qu'on manipule sont bien exactes et qu'elles n'ont pas été manipulées par quelqu'un, c'est tout aussi grave. Donc l'exactitude et la complétude des données, et la disponibilité de ces données. Le fait de ne pas avoir de déni de service, de ne pas être en situation où on ne peut plus utiliser ces données parce qu'il y a eu une attaque, un objectif d'attaque qui avait pour objectif de bloquer le service. Donc les enjeux majeurs, les enjeux de protection des données, c'est à la fois les données personnelles, les données financières, les données potentiellement stratégiques de l'entreprise. Les enjeux de continuité des opérations, ah bah là c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est éviter les dénis de service, l'interruption du service. La réputation et la confiance, se faire subir une attaque informatique, ça, les entreprises, même les plus grosses entreprises, le subissent. Par contre, c'est l'impact de cette attaque et les conséquences de cette attaque qui posent problème. Et puis après, effectivement, il y a tous les enjeux autour de la conformité réglementaire, RGPD, IPA, le PCI DSS, etc. Il y a énormément de contextes réglementaires qui sont venus avec la sécurité des systèmes d'information. Et enfin, mais finalement c'est peut-être la résultante, c'est le coût total de l'impact en sécurité. Le coût financier, le coût légal, et puis le coût en potentiel avec la perte de clients. Donc les menaces actuelles qu'on trouve, vous avez déjà entendu les termes, ransomware, phishing, attaque par déni de service, j'en parlais, les distributed déni de service, la vulnérabilité logicielle, on en verra peut-être d'autres, les attaques par supply chain, les attaques par intelligence social intelligence, pardon. Il y a beaucoup de principes qui permettent effectivement, il y a beaucoup de menaces qui tournent autour des entreprises vis-à-vis de la sécurité informatique et de la sécurité de leurs données. Donc maintenant, vous allez me dire, je fais tout le temps le même slide dans les débuts de mes vidéos. Effectivement, j'essaye de redonner du contexte open source à chaque fois. Donc oui, on a un petit côté The Groundhog Day, hein, où j'ai l'impression d'avoir un jour sans fin sur mes vidéos où je réexplique. Mais c'est pas grave, réexpliquons. Le logiciel open source, et l'open source, c'est un logiciel dont le code source est accessible, modifiable et redistribuable par tous. Donc forcément, quand on va parler de sécurité, on va voir qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal. Donc les principes fondamentaux, on y revient aussi, la transparence, la collaboration, la liberté d'utilisation, d'études, de modification et de redistribution, la pérennité, moins de dépendance avec un seul fournisseur et la capacité de pouvoir continuer sans lui. Et puis après, il y a ce qu'on voit maintenant de plus en plus, l'adoption massive, hein, 90% des entreprises utilisent des composants open source. C'est au cœur des solutions de l'IT, du cloud, du big data, de l'IA et au cœur des principes même du DevOps. C'est pour ça que j'avais fait un cycle de vidéos sur le DevOps d'ailleurs. Et puis c'est au cœur des logiciels les plus connus et les plus utilisés, Android, Firefox, WordPress, Docker, TensorFlow pour l'IA par exemple. Et donc effectivement, on doit prendre en compte l'open source quand on va parler de la sécurité des données et de la sécurité de l'IT. Et donc on en arrive à ce fameux paradoxe. D'un côté,
j'ai l'open source, un moteur d'innovation, de transparence, de collaboration, l'adoption massive, avec des logiciels comme Linux, Apache, Kubernetes, Python, Git. Je pourrais en donner des milliers, là, forcément j'essaie d'en donner certains qui vont résonner plus que d'autres. Mais donc effectivement, on a quelque chose qui, à la fois très dynamique, extrêmement transparent. Cette transparence peut être une des conditions de la sécurité. Et puis, on a les enjeux de la sécurité. Là, c'est la volonté d'avoir un pilier fondamental de... C'est un pilier, pardon, fondamental de toute l'infrastructure numérique. Il ne peut y avoir d'infrastructure numérique dans une entreprise que si elle est sécurisée. Et de plus en plus, les enjeux de sécurité deviennent complexes. Et c'est les enjeux de protection des données, de continuité des opérations, ce qu'on a vu, hein, de réputation et de conformité réglementaire. Le paradoxe, c'est que l'open source, c'est à la fois une force par sa transparence, par la taille des communautés d'utilisateurs qui maintiennent et qui vont donc pouvoir corriger un problème dans des délais les plus rapides, alors que ce ne sera peut-être pas le cas dans une solution propriétaire. Et puis à la fois, c'est un potentiel de vulnérabilité parce que ce logiciel a souvent beaucoup de dépendances, a des règles de maintenance qui sont variables. Et comme on l'a déjà dit, consommer de l'open source, ça doit se faire en pleine conscience et en pleine connaissance de ce qu'est réellement l'open source. Je vous encourage à aller regarder la vidéo que j'avais faite sur comment consommer de l'open source et les bonnes règles qu'il faut avoir pour consommer correctement de l'open source. Alors, l'open source, par contre, effectivement, il y a des atouts majeurs. Les atouts majeurs, le premier, on a déjà un petit peu commencé à le voir, c'est la transparence du code. Le code ouvert, c'est un code qui est ouvert à l'inspection et au contrôle de milliers d'yeux. Faire passer un trou de sécurité dans un code ouvert est infiniment plus compliqué que dans un code fermé. Et en plus, potentiellement, ce trou de sécurité peut être une volonté de l'entreprise qui vous le produit. Il y a forcément une facilité de l'audit de sécurité. Ça n'empêche pas qu'on voit effectivement, hein, dès qu'on parlera des cas par exemple des attaques par supply chain, où effectivement il va falloir que cette sécurité soit mise en place sur l'ensemble du processus qui emmène au delivery du composant logiciel fini et packagé, parce que potentiellement on a vu que on peut avoir la meilleure politique pour contrôler la qualité du code et la façon dont il va être construit en tant que logiciel. Si au dernier moment ou dans les dernières étapes on arrive à revenir sur ce contrôle, eh ben on se met dans une situation compliquée. Et que potentiellement, on peut aussi on peut faire des attaques autour des dépendances. C'est là où on a vu ce fameux paradoxe. Mais en tout cas, il y a une énorme réactivité de la communauté. Si on a fait les bons choix, des bonnes solutions open source, on va avoir une énorme communauté. Et donc la capacité à avoir un correctif va être extrêmement rapide. Par contre, effectivement, ce qui est paradoxal aussi, c'est que potentiellement, comme le code est visible, la probabilité qu'un trou de sécurité soit trouvé est plus importante. Ça ne veut pas dire que le code est moins sûr, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui l'analysent et qu'au final, par contre, sur un cycle de temps plus long, la qualité du logiciel open source, donc plus le logiciel est mature, plus sa qualité va être grande, en fonction de la communauté qui le maintient. Mais s'il a une grande communauté et qu'en plus, effectivement, il a une longue maturité, le niveau de sécurité du code devient extrêmement, extrêmement élevé. Donc effectivement, dans les atouts aussi, il y a l'innovation, la diversité des solutions. Il va y avoir des projets open source pratiquement pour tous les besoins que vous pouvez trouver, dont vous auriez besoin dans votre système d'information, avec effectivement de nombreux projets qui auront un niveau de qualité qui sera suffisamment élevé. Le développement va être plus rapide parce que forcément la communauté va être plus dynamique. Et puis vous avez un dernier bénéfice qui est très important, c'est la flexibilité et la réduction du vendor lock-in. La possibilité d'adapter le code à vos besoins et de ne pas utiliser un code et de s'adapter au code ou du moins au produit qui a été fait avec ce code. Et puis, quelque chose d'important, donc effectivement, l'indépendance vis-à-vis du fournisseur unique et quelque part, c'est un axe pour réduire les risques liés à la défaillance du produit, puisque vous avez la possibilité de pouvoir changer ou évoluer avec une communauté qui va être plus réactive. Un des derniers atouts majeurs, c'est le coût. Alors le coût, j'y vais plus doucement, parce qu'effectivement, on a un produit qui est gratuit à l'utilisation,
mais qui n'est pas forcément gratuit dans sa mise en service définitive. On aura besoin de support, mais on a vu, hein, j'ai fait des vidéos, hein, sur le MakeWeave, la capacité des modèles où on choisit son support, on sélectionne son support, ce qu'on ne peut pas faire avec des solutions éditeurs. Euh, enfin, pas avec des solutions propriétaires, pour le coup, et plus difficilement avec des solutions éditeurs, ça dépend des contextes. Et en plus, effectivement, rien que pour pouvoir tester le produit, on va pouvoir, et le tester dans toute sa profondeur. Ici, on parle de sécurité. Donc, aller le challenger sur ses propres canons, ses propres règles, ses propres démarches de contrôle de la sécurité, on va pouvoir le faire sans avoir à payer. On peut donc avoir un ticket d'entrée initial gratuit pour pouvoir qualifier un produit largement plus que ce qu'on aurait pu faire avec une solution propriétaire. Presque beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on peut faire avec une solution propriétaire. Alors, les enjeux et les risques spécifiques. Si on regarde maintenant plutôt ce dont il va falloir se méfier et surveiller dans la sélection de son produit et dans la façon de consommer de l'open source. Les vulnérabilités non corrigées ou connues. La dépendance à la communauté. On est obligé effectivement de s'assurer que la communauté qui maintient le logiciel est dynamique et le correctif dépend de l'activité et de la priorité des mainteneurs. Cela ne vous interdit pas de contribuer. Pour éviter justement le deuxième risque, celui des projets orphelins, le fait d'avoir un composant peu maintenu ou abandonné, qui va effectivement, malgré tout, être soumis à des potentielles faillibilités d'un point de vue sécurité et des CVE associés, des Common Vulnerability Exposure. Les attaquants, ils vont se servir de ces exploits potentiels avant qu'ils soient corrigés. Et donc là, pour le coup, c'est là où on voit qu'il peut y avoir un projet qui est extrêmement raffiné, extrêmement utilisé, et dans le périmètre satellite de ce produit, une librairie, un composant pour lequel il va y avoir des enjeux de sécurité qui vont pas être suffisamment bien assumés. Je fais cette vidéo parce que justement, dernièrement, il y a eu des problématiques autour d'un écosystème de librairie pour Node et pour JavaScript autour de NPM. Et on se rappelle aussi, hein, au niveau de librairies qu'on n'imaginait même pas à quel point elles étaient utilisées, et pas seulement dans l'open source, mais carrément dans tout logiciel. La librairie Log4j, avec l'exploit Log4Shell, elle a montré l'impact qu'une vulnérabilité pouvait avoir sur un écosystème logiciel complet. Et typiquement sur des outils qu'on imaginait au plus haut niveau de sécurité, tels qu'OpenSSH. On pourrait aussi regarder le fait que ces projets un peu isolés, la libxz par exemple, qui a été attaquée probablement par une structure étatique, démontre qu'effectivement il y a une vigilance très forte à avoir sur tout le code satellite, tout le périmètre logiciel satellite en dépendance d'un projet logiciel. Et ça, pour le coup, effectivement, c'est difficile à mesurer. Mais ne nous trompons pas, c'est pas parce qu'il y a la transparence de l'open source qui va nous garantir, pour le coup, la visibilité concrète de tout ce qui est mis dedans, la garantie de fourniture de l'ensemble des dépendances, ce qu'on va nommer par exemple sous le nom de SBOM, le Software Bill of Material, c'est pas systématique, ça n'est pas une obligation de le fournir parce que potentiellement ils peuvent considérer que ça fait partie d'un secret de fabrication. Le risque lié à la chaîne d'approvisionnement, je vais réinsister sur ce sujet, mais clairement, le logiciel, peut-être sa plus grande faillibilité, et là on ne parle pas forcément que d'open source pour le coup, c'est ce que j'essaye de faire comprendre, puisque plus de 90% des logiciels propriétaires contiennent de l'open source. L'un des risques les plus élevés, c'est ce qu'on appelle la supply chain attack, le risque sur la chaîne d'approvisionnement. Injection de code malveillant dans les dépôts, dans les dépendances, dans les paquets, au plus tard sur les systèmes de test ou sur les systèmes de packaging, c'est-à-dire après que toute la chaîne d'intégration continue dans laquelle on doit et dans laquelle on aurait pu mettre la totalité des tests qui vont bien pour vérifier la qualité du code, vérifier son intégrité, et bien potentiellement on va l'attaquer au final par une librairie satellite et potentiellement les risques sont très, très élevés. J'avais parlé de XZ, on peut parler aussi de SolarWind, bien que c'est pas open source justement, et peut-être encore plus parce que c'est pas open source, démontre que la fragilité d'un logiciel est souvent du côté de la supply chain. Et puis les attaques sur des paquets, NPM, PPI,
Je parlais tout à l'heure de ce qui vient de se passer avec NPM. La complexité des gestions des dépendances. On a parlé aussi des 12 factors et puis de la gestion de l'enjeu du deuxième facteur sur la gestion des dépendances. Il faut effectivement bien s'outiller, il faut choisir des écosystèmes logiciels qui intègrent bien la possibilité de faire les choses correctement au regard des 12 factors. Et un projet peut avoir des centaines, voire beaucoup plus que ça, de dépendances directes ou indirectes et transitives ou récursives, on verra. Enfin, voilà. Grosso modo, des fois de temps en temps, on n'a pas idée de ce qu'on met en place en termes de dépendance dans un logiciel en faisant que quelques lignes pour un objectif précis qu'on a parce qu'on a eu besoin d'une librairie quelconque un peu complexe, un peu raffinée, qui elle aussi va demander des dépendances sur énormément de librairies. On parle de dependency hell, et puis les conflits de version sont souvent compliqués. On s'aperçoit que ça, c'est aussi quelque chose d'assez compliqué, de se dire que pour pouvoir corriger quelque chose, on voudrait mettre à jour, et puis finalement, on s'aperçoit que si on met à jour, il y a d'autres librairies qui n'ont pas pris en compte le correctif et qui ne sont pas prêtes à utiliser la dernière version de la librairie. Et puis là, on se retrouve avec ce fameux enfer de la dépendance. Alors, le manque de support formel éditeur, ça c'est quelque chose qui est souvent remis en cause sur l'open source, quand on ne fait pas l'effort de comprendre ce qu'est l'open source. On reste persuadé que parce qu'on n'a pas un éditeur derrière et qu'on n'a pas soi-disant de SLA associé à cet éditeur, on ne va pas pouvoir résoudre nos problèmes. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai parce que si on n'a pas fait le travail de sélection de son produit comme il faut, si on n'a pas construit, dans le cadre par exemple d'un OSPO, d'un Open Source Program Office, un vrai réseau solide de partenaires sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, qui vont potentiellement pouvoir faire le correctif alors même que la communauté ne réagit pas, il y a deux solutions. Soit on est sur, sur les modèles open core, je ferai une vidéo rapidement sur le sujet, sur les open core, qui vont effectivement vous faire payer ce correctif qui ne serait pas mis en place par la communauté sur la Community Edition, dans le cadre de ce qu'ils vous fournissent en termes de prestations en tant qu'open core. Et puis sinon, effectivement, il y a la possibilité de le faire par ses partenaires. Donc voilà, je mitige un peu sur le support formel éditeur parce que c'est pas la solution, c'est pas comme ça qu'on consomme de l'open source. Alors les problèmes de licence, ça c'est quelque chose d'assez courant par contre, qui est un peu connexe. Pourquoi j'en parle ici? Parce qu'effectivement dans les outils qu'on met en place pour gérer les problématiques de dépendance, gérer les problématiques de scan, c'est-à-dire tout l'ensemble d'outillages qu'on verra, que j'avais déjà un peu présenté, on va voir que ces outils sont indirectement liés aux outils qui permettent de gérer la compliance et qui permettent de gérer justement tout ce qui va être SBOM et gestion récursive de la dépendance. Et du coup, effectivement, il y a les enjeux de licence qui vont avec. La stratégie de sécurité pour l'open source, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est spécifique de sécuriser de l'open source par rapport à un logiciel propriétaire? Alors oui, clairement, parce qu'effectivement, on voit le fait qu'on doit revoir ses modèles d'approvisionnement, on doit revoir ses problèmes de souscription logicielle, on doit se structurer dans l'entreprise pour pouvoir gérer correctement l'intégration de code open source. On l'avait vu dans le cadre d'obligations réglementaires ou juridiques, là on le voit dans le cadre de la sécurité. On a une responsabilité de bien sélectionner son projet pour être sûr qu'il fait un travail correct au niveau de la sécurité. Mais par contre, il faut une démarche proactive dans la société. De la veille sécurité, le fait d'avoir un CERT, le fait d'avoir, je parle de grosses structures pour le coup, le fait d'avoir des structures de contrôle de la sécurité qui vont surveiller les exposures, qui vont surveiller les problématiques de sécurité qui sont affichées sur les logiciels qu'on utilise, cela passe par le référencement strict de tous les assets qu'on a en place, pas uniquement les assets finaux, c'est-à-dire les serveurs, les applications, mais les composants qui intègrent ces applications et les dépendances de ces composants. Et c'est là où on voit que c'est tout l'enjeu. Un patch management rigoureux, on évite de laisser traîner du logiciel qui n'est pas patché. S'il y a une mise à jour de sécurité, elle doit être appliquée. Et l'objectif est probablement de mettre en place les outils d'automatisation de l'application de ces patchs de la façon la plus efficace possible. Et probablement, la containerisation va être
un des moyens les plus efficaces. On aura l'enjeu de gestion de la montée de version de l'infrastructure, runtime et d'orchestration de containers. Par contre, les applications vont effectivement avoir un processus de mise à jour qui va être simplifié par l'utilisation d'images qui sont substituables. Par contre, après, il faut de toute façon mettre aussi de l'outillage, et là on va essayer de regarder, on l'avait vu, hein, qu'il y a pas mal de solutions open source pour faire ce genre de choses, pour identifier, déjà pour référencer les composants, pour identifier les vulnérabilités sur ces composants, et puis aller jusque de l'analyse en fonctionnement. On essaiera de voir dans le cycle DevSecOps où on doit positionner les outils de sécurité, quels outils on doit positionner pour arriver à avoir une vue complète de tout le processus jusqu'au run, jusqu'à la mise en service du composant et sa surveillance en service. Des exemples, par exemple pour tout ce qui est dependency check de l'OWASP, Snyk, Black Duck, Main, on en verra énormément vers la fin de la vidéo. On revient sur notre fameuse chaîne d'approvisionnement logiciel. La vérification des sources, le scan des sources, le fait de faire ce travail de référencement des sources et des dépendances logicielles, la construction des software bill of materials, et générer et maintenir une liste précise de toutes les dépendances du logiciel, c'est indispensable. Utiliser les standards comme SPDX, CycloneDX, des formats XML qui permettent de structurer les dépendances d'un logiciel. Utiliser de la containerisation, mais au-delà de ça, utiliser des registres de containers sécurisés, ou effectivement des mécaniques qui vont vous permettre de vous découpler de la source d'origine. Donc mettre en place vos propres proxy miroirs, vos propres registries qui vont servir de tampon pour éviter que si la source distante, la source d'origine est compromise, vous pouvez potentiellement vous assurer que votre système d'information ne va pas essayer d'aller chercher le container sur cette source. Et en plus, sur ces outils, comme par exemple un Nexus, par exemple, pour parler open source, il y a des solutions aussi comme Artifactory. Vous avez la possibilité d'intégrer des outils de scan, des outils de surveillance des CVE sur les containers, sur les images que vous utilisez. Donc on continue avec un certain nombre de bonnes pratiques, la gestion et la maîtrise des dépendances. Donc on essaye au maximum de minimiser une dépendance. Essayez de ne pas être le plus gourmand possible sur les dépendances et soyez vigilant aux codes que vous utilisez qui vont avoir énormément de dépendances de deuxième niveau. Fixez vos versions. Alors quand on fait du container, je l'avais déjà dit, ça devient carrément indispensable, mais le fait de se dire que dans un fichier de dépendance, dans l'application du deuxième facteur, des 12 facteurs, dans la gestion des dépendances, il faut mieux travailler avec des versions fixes pour savoir exactement à quel niveau d'exposition vous êtes sur un logiciel donné. Si vous avez des versions variables, vous n'avez aucune garantie que, déjà, si jamais vous êtes dans la volatilité de la containerisation et de l'orchestration de containers, vous risquez de vous retrouver potentiellement avec des situations où vous allez repool une image sans contrôler son niveau de sécurité. Donc, c'est pas forcément le risque principal, mais ça pourrait être le cas en fonction des outils que vous allez utiliser. Et quoi qu'il arrive, en plus, vous allez avoir du mal à mesurer votre exposition. L'analyse en profondeur des dépendances, donc effectivement, il faut des outils qui seront capables de reproduire l'arbre complet de dépendances et d'aller dans toute la transitivité des dépendances que vous avez. Et puis, utiliser les bons outils en fonction des bonnes technos que vous utilisez. Il y a des outils généralistes, et souvent dans les entreprises, on a tendance à croire que cet outil généraliste va être la réponse ultime à l'univers et à tout le reste. C'est se tromper, parce qu'ils ont un niveau de rafraîchissement de leur base et de leur base de risque et de vulnérabilité qui est plus faible au final que les solutions spécifiques des langages. Si vous faites du NPM Audit, en plus de cet outil généraliste, c'est pas que ça mange pas de pain, c'est presque une pratique à systématiser. Vous allez avoir la même chose sur l'écosystème Python avec PipAudit, vous allez avoir la même chose sur l'écosystème Ruby avec un bundler audit par exemple. Ne négligez pas le contrôle de vulnérabilité au plus près du système de versionning et du système de librairie que vous utilisez dans la technologie que vous utilisez. L'un et l'autre sont une bonne approche, l'un ou l'autre, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Alors, les politiques internes sur la robustesse du code. Donc, on sélectionne de façon pointilleuse, attentive, avec l'aide des équipes de sécurité, le logiciel qu'on va consommer. On ne laisse pas l'utilisation, et peut-être encore plus le logiciel open source, parce qu'on a la responsabilité de sa sélection complète,
on ne laisse pas l'utilisation et la sélection sans règles et sans principe définis dans le cadre des processus qu'on essaye de diffuser dans le cadre d'un OSPO, d'un Open Source Program Office. On forme ces développeurs, on les sensibilise aux risques spécifiques de l'open source et aux risques globaux de la sécurité et aux bonnes pratiques de la sécurité dans le cadre de l'open source. Et enfin, on fait de l'audit régulier, encore mieux, on essaye de l'intégrer dans ces chaînes d'approvisionnement internes et dans ces processus d'intégration continue ou de déploiement automatisé ou de déploiement continu. Et puis effectivement, on s'intègre dans un écosystème sur lequel on va à la fois être contributeur et sur lequel on pourra s'appuyer. Participer au projet, ça veut dire que quand vous découvrez un trou, vous le communiquez tout de suite, vous faites les bons rapports de failles qui vont bien, donc vous êtes dans une démarche peut-être pas aussi directe, pas aussi contributive qu'on pourrait le croire. C'est indispensable parce que vous êtes le premier, en tant que consommateur d'open source, vous serez le premier niveau d'exposition au risque. Vous êtes celui pour lequel le risque va être actif, va avoir un impact direct. Donc derrière, plus vous allez communiquer vite, plus pour l'ensemble de la communauté d'utilisateurs, on parle de communauté de développeurs, mais là on va parler de communauté d'utilisateurs, vous allez être effectivement aux premières loges, mais aussi un premier rempart si vous êtes réactif et si vous avez des bons processus. Et puis potentiellement, en plus, en fonction de votre capacité, vous êtes en mesure de proposer des correctifs. Et puis, il faut soutenir les projets. On voit tout le temps une attaque envers l'open source en disant oui, c'est un risque potentiel. C'est un risque quand l'entreprise et le maillage d'entreprise ne jouent pas le jeu. Parce que c'est quand même incroyable de consommer, de voir à quel niveau l'open source est consommé et de voir qu'on a encore certains projets sur lesquels il y a un seul contributeur. Et il y a effectivement des études qui ont été faites pour démontrer que le nombre de projets open source qui ont un contributeur ou à peine plus d'un contributeur est absolument pharaonique. Et pourtant, les entreprises les utilisent. Et ils les utilisent potentiellement sur un niveau de dépendance, de transitivité extrêmement élevé et du coup avec une visibilité sur l'utilisation de ce code logiciel faible. Alors, maintenant on va parler du DevSecOps, parce qu'effectivement on va essayer d'intégrer ce processus de sécurité sur la bonne pratique. Et DevOps et Open Source sont deux alliés pour le coup. Et DevSecOps, le meilleur moyen de faire du DevSecOps, on va le retrouver sur l'utilisation de l'open source. Le DevSecOps, c'est une sécurité intégrée, c'est une sécurité qui est présente dans une démarche shift left, on la verra un peu après. Donc la définition, c'est l'intégration de la sécurité dans chacune des étapes du cycle de vie de construction d'un logiciel. D'accord ? Et là, pour le coup, on parle de construction d'un logiciel dans des principes DevOps, donc avec des processus agiles. On vient justement sur ce fameux shift left. Ça veut dire intégrer la sécurité au plus tôt possible. L'intégrer dès le début du processus et sur l'ensemble des étapes de ce processus. Alors c'est shift left, mais en plus c'est réparti sur tout le processus. Donc il n'y a pas de surgarantie en sécurité au regard de ce qu'on veut mettre et déployer et de l'exposition de ce qu'on veut déployer en termes de logiciel. Les principes clés. Évidemment, l'automatisation. L'automatisation par la CI/CD, par les outils de la CI/CD, la notion de pipeline, et la mise en œuvre de tout l'outillage qui va permettre de pouvoir reproduire le même processus avec cette approche shift left sur l'ensemble des itérations de delivery logiciel qu'on veut faire. La collaboration. Le DevSecOps, c'est du DevOps, sauf qu'on y intègre la sécurité, et on revient sur, si ça vous intéresse, j'ai fait la première vidéo de mon cycle sur le DevOps, le cloud et la containerisation, parlait des enjeux spécifiques du DevOps. C'est la volonté de regrouper les devs et les ops sur un objectif commun et d'intégrer les enjeux et les besoins des devs et des ops sur un même processus. Délivrer vite pour les devs et puis garantir la qualité de service et la qualité de ce qui est délivré pour les ops. Et du coup, y compris dans les enjeux de sécurité. La security as code. Choisir, sélectionner des outils et mettre en place des politiques de sécurité qui vont pouvoir s'implémenter comme du code. On l'a vu, hein, les enjeux les plus hauts du DevSecOps, ou du DevOps, pardon, en allant même jusqu'au platform engineering, ça va être d'essayer d'avoir le maximum de ce qui est produit pour que le logiciel ou qu'une application puisse fonctionner, depuis le code jusqu'à l'infrastructure en passant par sa documentation, et bien cette fois-ci, même la sécurité doit être intégrable comme du code. Donc le as a code, on doit le décliner
sur la totalité des artefacts qui sont délivrés. Et pour la sécurité, ça veut dire que la sécurité, pour qu'elle soit optimum dans un processus DevSecOps, elle doit être traitée comme du code et donc exécutable et donc pleinement s'intégrer dans la démarche d'automatisation du CI/CD. L'amélioration continue. On parle d'un processus agile, donc forcément, ça veut dire qu'en permanence, dans les backlogs applicatifs, il va falloir intégrer la sécurité. Et tout enjeu de sécurité, de mon point de vue, doit être prioritaire. C'est-à-dire, dès qu'on détecte quelque chose qui met en cause la sécurité du logiciel, elle prend le dessus de la pile sur le backlog. Pourquoi c'est crucial pour l'open source? Parce que l'open source, c'est un monde de dépendance énorme, parce que c'est un monde hyper innovant et donc hyper productif, et que finalement, dans un logiciel, pourquoi il y a autant de code open source? Parce que dépendance logicielle, parce qu'écosystème logiciel qui font qu'un développeur ne va pas repartir de zéro quand il va coder, et que l'entreprise ne va pas se permettre de payer des librairies extrêmement chères, et d'ailleurs plus personne n'en produit, parce que plus personne n'en veut, puisqu'elles seraient trop chères. Et donc forcément, le code de dépendance logicielle, dans un logiciel et propriétaire comme open source, est extrêmement important. Donc tout ce processus prend complètement son sens, le processus DevSecOps, dès qu'on consomme du logiciel open source. Et croyez-moi, vous en consommez en permanence. Donc le déroulé du DevSecOps, j'avais déjà présenté ce slide dans la vidéo, mais on va y revenir. Donc on part du début, la partie planification. Donc le principe, c'est de modéliser la menace, de manager les risques de sécurité en permanence, de tenir en gros un risk management plan spécifique à la sécurité, identifier les actions de rémédiation et contre-mesures qu'on a vu s'intégrer dans le backlog concernant les aspects de sécurité. Ensuite, dans la phase de développement, surveillance des commits en permanence, s'assurer qu'on a des outils et de l'automatisation sur ces outils dans les pipelines d'intégration continue qui vont surveiller la qualité des commits. Surveiller la malveillance. On est dans une entreprise où potentiellement on a des partenaires externes qui interagissent, on a des accords avec ces partenaires externes, mais eux-mêmes ne pourront jamais garantir que potentiellement ils ont une personne malveillante qui s'est intégrée dans la structure de cette entreprise partenaire, voire même dans votre entreprise, de la malveillance directe. Donc il faut le mettre en place. Il faut de la gestion des secrets. Il va falloir mettre en place la sécurité dans toutes les dimensions du processus de développement, en se servant et en ayant l'aide de tous les outils de la chaîne CI/CD. Le build. On surveille ces pipelines de fabrication. Tout le pipeline de CI, on va faire ce fameux contrôle de dépendance, et même potentiellement la génération des SBOM, enfin intégrer tous les outils de la sécurité dans la phase de build, c'est indispensable. Dans les tests, on contrôle les tests, on teste les vulnérabilités, c'est-à-dire qu'on intègre dans le plan de test, uniquement, en plus des autres tests fonctionnels, d'intégration unitaire, la sécurité sous forme de test, dans une démarche de sécurité as code. On contrôle les artefacts. Une fois qu'ils sont posés, on met en place les outils qui scannent à la fois nos propres artefacts, mais aussi les autres artefacts en dépendance, et c'est là où c'est encore plus important, c'est un petit peu le fil rouge de la vidéo. Ensuite, sur la partie déploiement, on fait des tests du logiciel en situation, potentiellement des tests comportementaux, des tests... on va dans toutes les dimensions du test pour s'assurer que, oui, au-delà d'avoir scanné un code, on scanne une activité pour regarder ce qui se passe. On fait pareil sur le système en phase opérationnelle, en y intégrant en plus les statistiques et la performance pour s'assurer qu'il n'y a pas des délais bizarres. Typiquement, c'est particulier de se dire que la faille sur XZ, elle a été détectée sur un temps de réponse spécifique sur une opération de connexion sur du SSH. Donc le test, la statistique et le test en performance, la non-conformité, les processus de maîtrise statistique des procédés et les démarches avec des cartes de contrôle, potentiellement, peuvent s'appliquer sur des processus de contrôle de la sécurité, enfin des contrôles de la performance et de la statistique de performance, parce que c'est aussi un moyen de détecter un comportement spécifique. Enfin, le monitoring. Donc là, on va parler des outils de détection, de l'audit d'activité, c'est-à-dire le contrôle de la sécurité comportementale carrément sur l'infrastructure du SI. La détection des menaces, détecter l'activité extérieure,
la volonté de compromission du logiciel par une personne extérieure une activité extérieure, pour être plus global, et puis la gestion des vulnérabilités d'un point de vue plus global. Donc les outils de la sécurité et du DevSecOps, pareil, j'avais déjà fait. Hein. On va reprendre ce processus en filigrane, hein, qui va de dev jusqu'à monitor, avec la période à froid, la transition à froid vers à chaud, c'est-à-dire la transition code, fabrication du code, build et la partie run. Donc vraiment complètement dans le DevOps. On avait vu hein, les Software Composition Analysis, hein, contrôle de dépendance SBOM, compliance et vulnérabilité, les outils de scan sur du package, sur des artefacts, y compris sur de l'infrastructure qui va être construite dans une démarche d'infrastructure as code, et on teste la totalité des artefacts générés dans toutes les dimensions, du package logiciel, le container, en passant par l'infrastructure qu'on essaye de fabriquer. Ensuite, on a des outils comme dans la phase à chaud, hein, le SIEM par exemple, les Security Information on Event Management, la surveillance des logs d'activité. Donc là, on est sur des outils en run pour le coup. J'ai pas forcément fait les animations de mon slide dans le processus DevOps, hein, donc on va y aller un petit peu plus différemment. Justement parce qu'on a cette fameuse IAST, qui est la conjonction entre la SAST, la Static Application Security, tester le code de l'application, donc du test à froid, et du test sur du logiciel déployé. Et on a beaucoup d'outils qui sont la convergence entre les deux, c'est-à-dire ces fameux Interactive Application Security Testing, qui sont des agrégats de fonctions SAST et de DAST. Donc on a du test sur les artefacts en construction, ou les sources de ces artefacts, et du test sur les artefacts déployés et l'aspect exécution de l'artefact. Enfin, on a des outils qui sont beaucoup plus raffinés, pour le coup, complexes, pour lesquels on verra en open source, on a un petit peu moins de réponses. L'Extended Detection and Response, là on est sur les outils d'analyse comportementale et de monitoring comportemental et de contrôle de la sécurité dans une dimension globale, c'est-à-dire à la fois par rapport à la sécurité de ce qu'on produit, ce qu'on fabrique et des dépendances de ce qu'on fabrique, mais des potentielles volontés d'attaque et d'intervention extérieure sur ces logiciels. Donc là, la détection multicouche sur l'ensemble de toute la topologie, depuis le réseau jusqu'à la couche application du réseau, les endpoints, sur les artefacts physiques, hein, network, serveur, et aussi jusqu'à la containerisation, les workloads et l'orchestration de ces workloads. Et enfin, on a le Security Orchestration Automation and Response, c'est le bout du bout, hein, c'est la surveillance comportementale, et puis avec des solutions qui vont jusqu'à l'autorémédiation. Donc ça, on retrouve ça dans les entreprises qui ont un niveau de maturité qui est assez élevé sur l'application du DevSecOps. Alors, si on regarde les outils open source qu'on va trouver, c'est pareil, hein, vous pouvez retrouver ça sur le cycle de vidéo sur le DevOps. Donc dans les outils SCA, Snyk, OWASP Dependency Check, on n'y coupe pas, hein. Le SCA c'est obligatoire. Le scan c'est obligatoire. Clair, on a le scan dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire à la fois sur les artefacts et à la fois sur les activités. Donc j'ai fait scan au sens le plus large. Hein. Nmap, Wireshark, et puis aussi plutôt le scan sur les artefacts avec Clair, Trivy pour les containers typiquement, ou pour des packages. Hein. Ensuite le SAST. Bah là, c'est ce que je vous ai dit. Ne négligez pas le test au plus près de la technologie que vous utilisez. Et en open source, pour le coup, il y a peu d'outils généralistes, il y en a avec Bearer par exemple, mais vous allez avoir des outils qui sont très spécifiques au langage que vous voulez utiliser. En Ruby, il y a Rubocop par exemple pour faire du contrôle de la qualité du code et de l'optimisation du code. Vous avez Bandit en Python par exemple. Et donc, voilà, vous allez plus avoir des solutions qui vont être près du langage que vous utilisez, ou de la technologie pour le coup. Pour le SIEM, bah, on a quelques projets quand même. Il faut voir le fork de Elasticsearch, OpenSearch, Kibana, donc tout ce qui est la stack ELK, hein, pour faire simple. Ensuite, au niveau de l'IAST, vous avez Contrast Security qui produit des choses. Au niveau XDR, vous allez avoir OpenDXL. Bon, là, c'est des domaines que j'ai moins mis en application, donc je vais passer assez vite parce que je ne les maîtrise pas forcément. Le DAST, WASP Zap, hein, c'est-à-dire là pour le coup pour pouvoir challenger, contrôler une application en fonctionnement, Zap c'est un outil qui est extrêmement puissant mais surtout qui est très souvent mis à jour par le WASP, donc par une autorité sur le sujet de la sécurité. Et puis sur le SOAR, je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo,
Il y a pas grand-chose et si vous avez des idées, sur la façon de faire, que vous avez l'énergie pour le faire, vous avez un champ de diversification et donc une potentialité de positionnement un peu intéressant à exploiter. Alors, on va parler maintenant de recommandations générales, on s'approche de la conclusion. La première, c'est le security by design. Vous devez faire en sorte que tout ce que vous fabriquez comme logiciel dans votre entreprise, ou ce que vous allez mettre en place, ou que vous allez intégrer dans le système d'information, si vous n'êtes pas une entreprise qui produit du logiciel, quoi qu'il arrive, c'est security by design. À la fois design de la fabrication des composants, mais design des infrastructures et des architectures que vous allez mettre en place pour utiliser ces composants. Donc c'est pas valable que pour les gens qui produisent du logiciel, c'est valable aussi pour les gens qui en consomment. Mettre en place une politique de gestion des dépendances. En gros, déjà appliquer les 12 factors au mieux et les bonnes pratiques, parce qu'il y en a un qui va vous imposer de le faire, déjà. Donc faites de l'acculturation sur les principes du cloud native et du coup mettez en place les bons outils, mettez en place de l'intégration continue, mettez en place des chaînes CI/CD pour pouvoir automatiser correctement toutes les phases de gestion des dépendances. L'automatisation est indispensable parce que c'est la seule qui va vous garantir la reproductibilité systématique. Et pour l'open source, on essaye d'aller le plus loin possible, on génère CSBOM, on essaye d'utiliser tous les outils qu'on va à la fois utiliser à la fois pour la compliance, mais aussi pour la sécurité. Automatiser le plus possible tous les scans. Vos pipelines de CI/CD doivent être le plus précis possible et il est donc mieux que vous alliez vers une démarche de platform engineering, c'est-à-dire de fabrication de templates qui intègrent pour toutes les technologies que vous avez validées, qui sont reconnues par vos structures d'autorité sur la façon de designer, sur la façon de construire vos solutions, de fabriquer du template et de fournir de la prescription sur les différentes solutions à mettre en place, quelle que soit la technologie que vous avez validée. Former et sensibiliser les équipes. Donc ça passe du développeur jusqu'au l'Ops, le SEC, qui doivent comprendre tous les risques et les responsabilités en termes de sécurité. Et de comprendre que dans le cadre de l'open source, c'est encore plus vrai. Mais que c'est donc systématiquement vrai, puisque l'open source est systématiquement utilisé, quel que soit ce que vous utilisez. Soit par vous-même, soit par celui qui vous vend du logiciel. Participer à la communauté. Plus vous allez être acteur des communautés des logiciels open source que vous utilisez, plus vous allez gagner en sécurité, puisque le bug, s'il est détecté tôt et que vous avez fait le bon choix de logiciel, il sera corrigé tôt. Vous êtes un des acteurs importants, un des maillons de la chaîne de sécurité en étant consommateur de produits open source. Maintenir un SBOM. Et en plus, l'open source, c'est le seul endroit où on peut le faire vraiment. C'est-à-dire, c'est le seul endroit où la transparence est suffisante pour qu'on soit capable de connaître son exposition au risque parce qu'on est en mesure de tracer l'arbre de dépendance complet du logiciel. Ce qu'on ne peut pas faire avec du logiciel propriétaire ou rarement. Et enfin, où je suis plus sûr, mais surveiller activement l'environnement, donc effectivement aller jusqu'à la détection comportementale, aller sur le plus possible à droite du processus de DevSecOps pour pouvoir détecter l'activité, mettre en place le monitoring nécessaire au contrôle en run de vos applications. Il restait bien un petit point, évidemment, peut-être un des plus importants, mettez à jour votre logiciel. Dans vos processus automatisés, dans vos pipelines, doit être intégrée la montée de version et l'application des patchs. Et ce que je disais tout à l'heure, la containerisation va être un élément de facilitation sur ce sujet. Alors je vais conclure. Donc si vous l'avez bien compris, l'open source est un atout sécurisé, c'est de toute façon un incontournable, quelle que soit la façon dont vous allez consommer du logiciel, à l'intérieur il y aura de l'open source. Donc souhaitez que si vous faites le choix d'un partenaire propriétaire, que lui soit capable de bien respecter les règles qu'on a évoquées ici. Et peut-être discutez-en avec lui. L'open source, c'est une force motrice de l'innovation, c'est omniprésent, c'est ce que je viens de dire, hein, dans l'IT moderne, c'est plus qu'omniprésent. C'est rempli d'atouts pour améliorer encore la sécurité de son système d'information par la transparence, par la dynamique des communautés, dès l'instant où on a bien fait son travail de mise en œuvre des règles de consommation de l'open source.
Et ça devient du coup un pilier de la sécurité, parce que finalement on s'aperçoit que les trous de sécurité qui sont détectés, les grandes évolutions en termes à la fois d'attaque, mais aussi du coup en termes de sécurisation, elles naissent de l'open source parce que c'est un champ euh, d'expérimentation qui du coup devient un champ de mise en conformité de la sécurité d'un point de vue global, d'un point de vue presque algorithmique. Je ne sais pas trop comment le formuler, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il présente des risques spécifiques, hein, justement par l'immensité de la façade et de l'exposition que peut être le code open source, et par la complexité des structures en supply chain, la complexité des structures en dépendance de ce logiciel et du logiciel satellite à un logiciel donné. Donc, vous devez mettre en place une approche proactive. Vous deviez déjà le faire parce que le DevOps, c'était fait. Enfin, maintenant, le DevOps, on va plus parler de platform engineering. C'est déjà de toute façon la bonne façon de faire. Donc, effectivement, il faut intégrer la sécurité dans vos processus DevOps, pour le dire différemment. Bien savoir consommer du logiciel open source, et aussi du logiciel les outils open source de sécurité, ça permet de construire des défenses robustes parce que vous allez pouvoir augmenter le périmètre de mise en œuvre d'outils par la consommation d'outils open source, parce que si vous devez le faire avec du logiciel propriétaire, obtenir la couverture complète propriétaire du scope complet du DevSecOps, ça va vous coûter terriblement cher. Alors les grosses entreprises peuvent se permettre de faire ce genre de choses. Une entreprise moyenne ou une petite entreprise, elle va pas être capable de le faire. Avec l'open source, oui. Par contre, il va peut-être falloir effectivement s'intégrer dans les communautés et construire des partenariats avec des sociétés qui sont expertes en logiciels open source pour pouvoir vous aider à mettre en place ces bons outils. Et en plus, il y aura de la littérature sur Internet, il y aura de la littérature, des groupes qui vont vous aider à le faire de façon pas forcément gratuite, mais souvent très peu onéreuse. Alors si je devais chercher un message clé, je réinsiste, hein, l'open source n'est pas intrinsèquement plus ou moins sûr que le propriétaire, puisque vous avez compris que finalement tout est lié, hein, que l'open source fait partie du propriétaire, que le propriétaire, effectivement, on pourrait croire que la sécurité par le camouflage est un atout, pas du tout. Mais par contre, ça ne veut pas dire que l'open source n'a pas des enjeux de sécurité importants à adresser, il en a énormément, autant, plus, je ne sais pas, mais énormément vis-à-vis du logiciel propriétaire, et que la sécurité, elle va dépendre de la rigueur avec laquelle vous opérez, vous mettez en place les outils, les composants logiciels, les applications de votre système d'information, et que la bonne pratique, plus vous allez grossir, c'est de mettre en place une structure dédiée à l'open source qui va finalement probablement être très liée à la structure liée à la sécurité du système d'information. Donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine et je vous attends pour la prochaine vidéo sur UltraGreen.